Choisir un camp. Chapitre 14. Révélation sur les camps. Louise, 30 mai 1945. Les journaux ont relaté le suicide de Himmler alors qu'il était sur le point d'être interrogé après son arrestation. Le chef de la SS ne sera pas jugé pour tous les crimes que l'organisation qu'il dirigeait a perpétrés. Je suis dépité. Pendant ce temps, les déportés politiques et raciaux rencontrent les pires difficultés pour rentrer chez eux, quand ils ont encore un chez eux. Même libérés, ces malheureux continuent à mourir par milliers, car ils sont tellement malades qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Ceux qui sont en état de rentrer doivent d'abord respecter une quarantaine, comme ces rescapés de Dachau, sur une île du lac de Constance, non loin de là où vit la mère de Walter. Du moins, nous l'espérons, car nous n'avons aucune nouvelle. Nous devons nous contenter des informations données par la radio et les journaux pour savoir ce qui se passe en Allemagne. Et jusqu'ici, rien ne nous permet de penser que le secteur d'Önningen soit particulièrement exposé. L'entrefilé évoquant la quarantaine des libérés de Dachau est le dernier concernant la région de Constance. Le traitement infligé aux déportés m'a horrifié, et j'imagine que les correspondants de guerre n'ont pas été en mesure de tout dévoiler. Cependant, à travers différents témoignages parus dans les journaux français, notamment celui d'un résistant publié sur plusieurs jours dans le journal L'Aurore, j'ai pu retracer le parcours type d'un déporté politique. Ce parcours commençait inéluctablement par son arrestation par les hommes de la Gestapo ou de la milice. Celui qui a témoigné imprimait des tracts, comme ceux que je me souviens avoir transportés afin qu'ils soient diffusés par divers moyens, en réponse aux affiches dont les collaborateurs couvraient les murs. Ces affiches montraient les portraits d'organisateurs et d'exécutants de la résistance, avec en légende un texte du genre « des libérateurs, non des criminels », avec l'énumération des victimes directes ou indirectes des attentats terroristes. La résistance répondait à cette propagande en collant sur ces affiches des papillons avec « Hitler, 12 millions de morts, 30 millions de blessés ». Les résistants parisiens arrêtés étaient emmenés au siège de la SIPO-SD, aux 11 rue des Saussets, ou à celui de la Gestapo, rue de l'Oriston, non sans que les lieux où ils avaient été pris soient perquisitionnés. Lorsqu'ils étaient arrêtés à plusieurs, ils étaient le plus souvent séparés, mis dans des salles d'attente différentes. Lors des interrogatoires, ils étaient menottés pour entraver leurs mouvements, mais les menottes étaient perfectionnées pour que l'acier pénètre dans la chair des poignets. Lorsque leurs réponses étaient insatisfaisantes aux questions précises de leurs tourmenteurs ou qu'ils ne parlaient pas, ils pouvaient recevoir des coups de matraque sur la tête, subir des dégelés de coups de poing, de coups de pied, de bourrades dans les côtes, ou des supplices comme celui de la baignoire et autres réjouissances. Bref, le résistant arrêté était passé à tabac avant d'être ramené pour la nuit dans sa salle d'attente, où il pouvait se retrouver parfois avec d'autres compagnons, ce qui permettait d'avoir des informations ou d'en faire passer. Les interrogatoires, qui étaient répétés plusieurs jours de suite, pouvaient parfois avoir lieu sans brutalité, mais étaient souvent assortis d'une privation de nourriture et d'hydratation pendant une période plus ou moins longue. En ce qui concerne les résistants parisiens, ils étaient transférés à la prison de Fresnes et amenés chaque jour à Paris pour être interrogés et torturés. Le plus souvent, les malheureux finissaient par parler ou bien donner des pseudonymes et des adresses de lieux dont ils savaient qu'ils avaient été désertés pour gagner du temps, mais sur lesquels ils devaient parfois accompagner leurs tortionnaires. La prison de Fresnes n'était apparemment pas un bagne. Ils n'y subissaient pas de brutalité, ils recevaient une alimentation en quantité suffisante et les locaux y étaient propres. Les détenus avaient le droit à une promenade hebdomadaire dans la cour de la prison. Cependant, ils vivaient dans l'angoisse du lendemain, car les camarades de captivité avaient parfois subi des tortures bien pires que celles qu'ils avaient déjà endurées. La Gestapo et leurs auxiliaires de la milice avaient dû s'inspirer des méthodes de l'Inquisition. Tous les résistants arrêtés se demandaient combien de temps ils tiendraient le coup. Leur sommeil était plutôt une somnolence peuplée de cauchemars. Lorsque l'aube et le café arrivaient, ils se demandaient avec angoisse à quel moment leurs tortionnaires allaient venir les chercher. Puis, un beau jour, ils étaient emmenés en panier à salade, le plus souvent à Compiègne, où ils passaient plusieurs jours, presque une semi-liberté,
car ils pouvaient aller et venir dans la journée et partager leurs expériences, leurs pensées avec d'autres, avec une nourriture plus abondante qu'à Fresnes, grâce au colis de la Croix-Rouge. Et surtout, pas de contact avec les Allemands qu'ils ne voyaient que de temps en temps, mais de loin. Dans le témoignage publié dans l'Aurore, les détenus avaient été rassemblés à l'aube du 2 juillet et embarqués en colonne jusqu'à la gare sous la canicule. On les avait fait monter dans des wagons sur lesquels étaient inscrits « chevaux 8, hommes 40 ». Eux y avaient été entassés par 100 ou 110, encastrés les uns dans les autres, comme les Parisiens dans le métro aux heures de pointe. Les portes avaient été hermétiquement fermées. Seul un filet d'air pouvait passer par d'étroites lucarnes. Mais ce jour-là, il n'y avait pas le moindre souffle d'air. Un officier SS était passé devant chaque voiture, demandant s'ils avaient des couteaux, et des soldats avaient fouillé les occupants qui avaient été avertis qu'à la moindre tentative d'évasion, les sentinelles choisiraient des hommes au hasard et les fusilleraient. Tous ignoraient où on les emmenait, et ils avaient reçu un casse-croûte remis au départ, dont on leur avait dit qu'il devrait suffire pour 3 jours, et un tonneau à moitié rempli d'eau dans un coin d'un espace réduit où il était impossible de s'asseoir. Ils étouffaient déjà avant que le train se soit mis en marche, et lorsqu'ils s'étaient enfin ébranlés, la chaleur était vite devenue suffocante, entraînant un cortège de malaise et de crises de panique et d'agitation contagieuse. Quelques hommes plus calmes avaient dû monter la garde devant le fameux tonneau pour préserver le précieux liquide, y tremper des mouchoirs pour qu'eux et les autres puissent s'humecter le visage. Nombreux étaient ceux qui s'étaient retenus de s'asseoir de peur de se faire écraser par d'autres. Pourtant, certains étaient parvenus à s'étendre. Le train roulait à 30 à l'heure, comme tous les convois militaires, faisait régulièrement des haltes interminables, sous un soleil de plomb, pendant lesquelles les hommes réclamaient qu'on leur ouvre un peu la porte parce qu'ils crevaient de chaleur. Les SS leur répondaient qu'ils pouvaient crever. Le lendemain, ils s'étaient rendus compte que ceux qui étaient allongés et semblaient dormir étaient en réalité morts. Les uns avaient l'air serein d'un homme endormi, les autres étaient encore tordus par les contorsions de leur ultime débat contre la mort. Les plus vaillants avaient dû empiler les corps dans un coin. Mais parmi tous ces hommes, il n'y avait pas que des résistants. Il y avait aussi des criminels de droit commun, dont certains n'avaient pas hésité à détrousser les cadavres, qui, selon eux, n'avaient plus besoin de rien. La plupart des hommes avaient assisté, désabusés, à ce spectacle révoltant. En tout, il y avait eu 900 morts sur les 2400 partis de Compiègne. Ceux du wagon de tête avaient vu à Reims les dames de la Croix-Rouge venues apporter des vivres et des boissons se faire refouler par les SS. Ils avaient entendu les Allemands répondre à ceux qui demandaient à ce qu'on ouvre les portes, car il y avait des morts. « Verboten, pas grave. Pas en route, caput à l'arrivée. » Les déportés survivants étaient remontés dans les wagons de nouveau hermétiquement clos, un peu moins tassés qu'au départ. Ils étaient arrivés le 5 juillet à Dachau, un nom qui les avait fait frémir. Ils savaient que des milliers de juifs et de communistes allemands y étaient morts depuis 1933. Ils avaient tous entendu parler du sadisme et de la brutalité des chefs de ce camp de concentration. Mais ils n'imaginaient pas cela possible. Selon eux, les rescapés qui avaient fait le récit de tant d'horreurs avaient certainement exagéré. Les souffrances qu'ils avaient endurées avaient dû développer en eux une imagination maladive. Pourtant, le doute s'était installé parmi les 1500 survivants du train de la mort qui avait traversé la petite cité de Dachau, encadrée de soldats, de policiers et de chiens, traînant leurs semelles sur les pavés de la ville, devant des habitants manifestement habitués à ces mornes défilés de gens abattus. Au début, ils avaient vu des Allemands, des Juifs de Berlin ou de Hambourg, des communistes de la Ruhr. Il y en avait eu tant qu'ils ne faisaient plus attention. Le Führer avait dit qu'ils étaient les ennemis du peuple. Avec la guerre et l'occupation de l'Europe par les soldats allemands, ils avaient vu arriver des cohortes d'étrangers, des prisonniers, des déportés qui étaient cette fois des ennemis de l'Allemagne, devant lesquels ils avaient peut-être tendu le poing, lancé des colibés au début. En juillet 1944, ils avaient bien d'autres soucis. Un convoi de déportés de plus ou de moins, personne ne s'en souciait plus. À part peut-être des gamins, des jeunesses hitlériennes,
couverts d'insignes, à qui on avait appris qu'il y avait des maîtres et des esclaves, comme ceux qui défilaient devant eux. Des rebelles qui n'avaient pas voulu reconnaître la grandeur de l'Europe hitlérienne et auxquels ils balançaient des plaisanteries ou des injures. À leur arrivée au camp, les déportés étaient rassemblés sur l'immense place qui en formait le centre. Autour d'eux s'étendaient les vastes bâtiments bien construits et très propres, d'un bagne bien organisé, avec des cuisines et des magasins de ravitaillement, des salles de douche et de désinfection, une infirmerie et une grande allée plantée d'arbres, avec de chaque côté des alignements de blocs où les déportés étaient logés. Les détenus plus anciens apprenaient aux autres que le camp était construit sur d'anciens marais et que des milliers d'hommes étaient morts en les asséchant. Certains avaient servi de cobayes à des expériences médicales, d'autres encore étaient morts de congestion au cours des appels interminables, des heures et des heures au garde à vous, quel que soit le temps. Et tous ces morts finissaient dans le four crématoire, dont les bâtiments et la cheminée étaient dissimulés tant bien que mal derrière un rideau d'arbres au bout de la place centrale. Les anciens avaient révélé ce qui était autrefois inscrit au début de l'entrée du camp. Ici, on entre par la porte, on sort par la cheminée. Cependant, depuis les revers des Allemands en Russie, c'était moins dur. Les appels étaient moins longs, la discipline moins rude, et bien que toujours traités comme des bêtes, ils n'étaient plus méthodiquement martyrisés et exterminés. Le four fonctionnait moins souvent. Les 1500 étaient les premiers Français amenés à Dachau. Lors des rassemblements, les SS passaient régulièrement, distribuant coups de poing, de pied ou de matraque au prétexte de les ramener dans le rang, ou sans aucune raison. Au cri de Achtung, annonçant l'appel, tout le monde s'immobilisait. Chacun devait répondre présent quand il entendait son matricule. L'absence de réponse signifiait un mort. Donc, le jour de l'arrivée des 1500, il y avait eu 900 silences. Cela avait été long. Lors de leur arrivée au camp après l'appel, les détenus devaient se déshabiller, laisser sur place leurs vêtements et leurs bagages, après en avoir extirpé le moindre objet de valeur, et attendre nus et immobiles quel que soit le temps. Puis les tas de vêtements étaient entassés dans un camion, sans être identifiés. Les prisonniers comprenaient alors qu'ils ne reverraient jamais leurs affaires. Ils étaient ensuite envoyés dans un bâtiment où il y avait des coffres-forts et des comptables, guère aimables mais corrects, qui notaient avec minutie les objets de valeur qui leur étaient remis, avant de les ranger dans une enveloppe au nom de leur propriétaire, à qui on disait que tout cela leur serait rendu et qu'ils n'avaient pas affaire à des voleurs ou des bourreaux. Ensuite, une fiche de renseignement était remplie pour chaque déporté. Nom, prénom, date de naissance, profession, personne à prévenir en cas d'accident. Les prisonniers étaient ensuite de nouveau rassemblés sur la place centrale, toujours nus, et pouvaient y rester un certain temps avant d'être envoyés à la douche. Il s'agissait d'abord d'un rasage de haut en bas, suivi d'une douche chaude, puis un passage en salle de désinfection, où on les enduisait jusqu'au moindre recoin d'un liquide astringent qui leur brûlait la peau. L'étape suivante était la distribution de linge et de vêtements, sans se préoccuper de la taille et du volume du destinataire, qui pouvait se retrouver avec une veste trop étroite ou flottant autour de son corps, d'un pantalon trop large, le faisant ressembler plus à un clochard qu'à un forçat. Ils étaient ensuite conduits à leur bloc, où ils recevaient 1,5 litre d'une soupe claire, avant de se coucher sur des paillasses, sur des bas-flancs. Ces blocs comprenaient chacun 4 chambres, et chacun des prisonniers avait une espèce de sac de couchage en papier. Il y avait aussi des lavabos. Après le réveil à 7 heures, les chefs de chambrée, tous d'anciens détenus allemands, devant veiller à l'ordre et à la discipline, leur expliquaient qu'ils étaient là en quarantaine. Pendant cette période, les prisonniers ne voyaient les SS avec leurs chiens qu'au moment des 2 appels quotidiens. Pendant cette quarantaine, ils ne travaillaient pas, et la soupe qui leur était servie était à peu près chaude et mangeable, à défaut d'être bonne. Ils avaient des nouvelles du front, grâce aux détenus qui comprenaient l'allemand. Ils se contentaient la plupart du temps des communiqués allemands qui, en juillet 1944, parlaient de retraite stratégique, de défense élastique, de poches, de hérissons, de colmatage et de positions préparées à l'avance. Toute une terminologie que les résistants connaissaient. Ces nouvelles-là donnaient de l'espoir à ces hommes qui passaient le temps comme ils pouvaient,
parlant musique, littérature, politique, prenant l'air dans l'espace restreint qui leur était dévolu. Mais beaucoup s'interrogeaient sur ce qu'il allait advenir d'eux après la quarantaine, car à Dachau, il y avait des commandos, des détachements de travail où l'on fournissait au milieu des pires traitements un labeur exténuant. On leur avait parlé de torture, consécutive non à un refus, mais à une impossibilité de travail. L'homme épuisé qui laissait tomber son outil ou s'asseyait sur le talus était considéré comme un réfractaire, comme un rebelle. Et en effet, ils avaient été ensuite affectés à des commandos de travail. Si les jolis SS étaient soi-disant moins brutaux qu'avant, cela ne signifiait pas que les prisonniers n'étaient plus maltraités. Tout était possible de la part des SS. Matraquage, puis de coups, obliger un malheureux à rester torse nu par moins 18 degrés pour le port de papier sous le pyjama pour se protéger du froid, non sans qu'il ait reçu auparavant un violent coup de poing sur la mâchoire ou ailleurs. Les prisonniers de droit commun qui occupaient les postes de confiance avaient aussi tous les droits sur les autres détenus. Il fallait donner l'exemple, comme des supplices devant des camarades rassemblés ou la pendaison sur la grande place du camp. Quelques jours après leur arrivée, les détenus recevaient l'uniforme rayé gris et bleu du camp, celui de bagnard, symbole de la captivité. Ils avaient sur eux une chemise, un caleçon, la veste et le pantalon à bandes bleues et grises, et sur la tête, le ridicule béret rond taillé dans le même tissu rayé. Aux pieds, les chaussures qu'ils avaient au moment de leur arrestation. Interdiction de posséder un mouchoir, une serviette de toilette ou le moindre objet. Mais la captivité développant l'ingéniosité, certains étaient parvenus à dissimuler de menues choses. En ce qui concerne les 1500 arrivés à Dachau le 5 juillet, ils avaient été entassés dans des wagons de 3e classe, gardés non par des SS, mais par des soldats de la Wehrmacht, et emmenés plus au nord, vers de grandes fermes d'État. Une assurance pour beaucoup de manger au moins convenablement, avaient pensé certains. À tort. Mais le train s'était arrêté en gare de Neckarheitz, où les wagons de queue avaient été vidés de leurs occupants. Les prisonniers restants avaient été sommés de descendre une demi-heure plus tard à Neckargerach, avant de traverser le village, encadré par des militaires de la Luftwaffe, sous l'œil indifférent des habitants, jusqu'à leur nouveau camp. Au bout de quelques jours, ils avaient compris. On ne les avait pas envoyés vers un camp d'extermination rapide avec chambre à gaz et four crématoire. Le sort les avait désignés pour un camp de la mort lente, par la fatigue, l'insomnie, le manque de nourriture, l'absence d'hygiène, la torture morale. Ils n'étaient plus des hommes, mais des machines de peu de valeur, auxquelles on faisait rendre tout ce dont elles étaient encore capables, quitte à les envoyer au rebut lorsqu'elles n'en pouvaient plus. Ils avaient compris comment procédait exactement leur nouveau maître. Dans les camps de triage, ils effectuaient une première sélection, séparant les forts des faibles, les seconds destinés à la chambre à gaz, et les premiers bons pour le travail. Puis, dans les camps de travail, on vérifiait par des visites médicales périodiques l'état des machines qu'étaient les prisonniers. Les machines usées allaient à la ferraille, la chambre à gaz. Celles qui étaient réparables étaient soumises à une révision sous la forme d'une sollicitude inattendue. Repos, nourriture plus abondante, soins médicaux. Tel était du moins le sort des camarades employés dans l'industrie. Neckargerach et les camps avoisinants étaient des établissements vétustes où l'on prolongeait la vie des machines tant bien que mal. Autrement dit, c'était marche ou crève. Les prisonniers n'avaient pas le droit d'être malades. Au Refir, l'infirmerie, il y avait 10 places, donc il ne pouvait y avoir que 10 malades pour tout le camp. Il fallait donc avoir 40 de fièvre à la visite du soir. Si elle se déclarait après, l'homme-machine allait au travail. Et s'il ne succombait pas sur le chantier, il pouvait se rendre à la visite du soir. Si une place était disponible au Refir, il était admis. Sinon, on le renvoyait dans son bloc. Ou bien, on lui donnait un lit d'un camarade déclaré guéri, mais en réalité aussi malade que lui, et que l'on renvoyait au travail. Si le prisonnier était épuisé, sentait ses jambes se dérober sous lui, mais qu'il n'avait que 38, il était inutile d'insister. Il ne coupait pas à la corvée quotidienne. Après quelques mois, il y avait toutefois eu une détente. Le Lagerführer et le Lager Alester avaient été déplacés. Le médecin-chef allemand
un prisonnier lui aussi, un brave homme arrêté depuis 6 ou 7 ans pour activité anti-nazie, avait eu un peu plus de liberté d'action pour admettre plus de malades au réfire, donc au repos. Les prisonniers avaient appris par un nouveau que leur camp n'était pas un des pires. Le nouvel arrivant venait du camp de Natzweiler, où un travail surhumain était exigé et où les SS relevaient à coups de crosse ceux qui s'écroulaient épuisés. Le camp était bâti à flanc de coteaux, et il était pénible pour un homme fatigué d'en faire le tour à une allure accélérée. La punition pour le réfractaire était donc d'en faire le tour en courant, avec les chiens policiers tenus en laisse derrière lui. Quand il tombait, les chiens étaient lâchés, le mordaient, et il devait reprendre la course. S'il en était incapable, il était abattu et envoyé au four crématoire. Dans ce camp de Natzweiler-Struthof, situé en Alsace, les chefs de bloc y étaient autorisés à priver complètement les détenus de nourriture. On ne vous soignait pas. Si un prisonnier paraissait ne pas pouvoir guérir tout seul, il était piqué et envoyé au four. Les rassemblements et les appels étaient interminables, et tout le monde, malade compris, devait y être présent. Ceux qui ne pouvaient pas marcher étaient amenés sur les rangs par leurs camarades. Mais devant les SS, il fallait être au garde à vous. Il n'était plus question de soutenir un camarade défaillant. À la fin de l'appel, on constatait souvent qu'il était mort. La faim faisait des ravages physiques et moraux, enlevant aux gens toute dignité. À Neckar-Guérard aussi, la famine causait d'horribles comportements, comme bousculer les autres pour arriver au meilleur moment lors de la distribution de la soupe, ou accepter les injures et les rebuffades des gardiens pour avoir une cuillère de rabiot, se disputer pour une carotte ou un navet cru qu'un SS sadique lançait dans la cour pour jouir du spectacle qui pouvait être aussi l'occasion de rétablir l'ordre en brutalisant les bagarreurs. L'organisation du camp reposait sur les chefs de bloc, les chefs de chambrée, de commando et d'équipe pris parmi les détenus, de préférence des criminels ou des délinquants de droit commun, allemands, polonais, russes ou tziganes, qui avaient tout pouvoir sur les autres. Les militaires ou les SS chargés de la garde des prisonniers se déchargeaient ainsi de leurs responsabilités et s'en remettaient à ces intermédiaires pour les maltraiter ou les persécuter. Et ils entretenaient leur zèle en les dispensant de travail, en leur réservant des avantages matériels, nourriture plus abondante, habillement plus convenable, couchage moins sommaire. Et ces auxiliaires faisaient du zèle, menaçant les esclaves à coups de trique, les traitant comme du bétail. Ces crapules gouvernaient tyranniquement les cuisines, le magasin d'habillement, la blanchisserie, les salles de désinfection et jusqu'à l'infirmerie. Les prisonniers étaient réveillés entre 4h et 4h30 par le beuglement du chef de chambrée. « Aufstehen !» suivi de l'habituel « Schnell » répété sans cesse. Tous se levaient vite pour ne pas risquer des coups de pied ou de poing, et avaient une demi-heure pour se laver, avec 5 ou 6 robinets d'eau froide pour 1200 bonshommes. Comment se laver dans ces conditions, sans savon, sans serviette? À 5h ou 5h30 au plus tard, ils devaient être tous réunis par bloc dans la cour centrale du camp pour un dénombrement, un appel du chef de bloc et un contre-appel du chef de camp. Ensuite, au coup de sifflet, ils devaient se mettre en colonne par 5, par commando, c'est-à-dire des équipes mises à disposition d'un patron, industriel ou entrepreneur de travaux publics, ayant des commandes ou des travaux à exécuter pour le compte du Reich. Chaque prisonnier était affecté à un commando et ne pouvait en changer de sa propre initiative. Mais certains essayaient de se débrouiller, car il y avait des commandos réputés moins pénibles que d'autres. Par exemple, les travaux de terrassement étaient estimés moins épuisants, car on pouvait laisser tomber la pelle ou la pioche, que le transport de sable, de gravier ou de ciment pour approvisionner les bétonneuses. Un travail à la chaîne, impitoyable. Et puis, un genre de travail identique correspondait des conditions humaines différentes, selon tel ou tel capot, Vorarbeiters ou Meisters, ou tel chef d'équipe, contremaître ou ingénieur. La composition des équipes pouvait varier chaque jour, selon les besoins des chefs d'entreprise, en termes d'effectifs. Donc, chaque matin, il y avait une nouvelle répartition. Et c'est là que le système D intervenait. L'organisation de cette répartition par les dirigeants n'étant pas parfaite, les détenus les plus malins se glissaient dans les rangs du commando sur lequel ils avaient jeté leur dévolu, malgré les risques si on découvrait leur astuce. Mais la pagaille jouait parfois en leur faveur, car parmi les capots, c'était la confusion. L'un n'avait pas son compte, l'autre en avait trop, ou bien on avait attribué les déchets à l'un pendant que l'autre avait l'effort.
Les esclaves étaient bousculés, frappés, envoyés d'un groupe à l'autre. Une fois les équipes constituées, les bagnards étaient conduits au travail ou à la gare pour les chantiers éloignés, soit près d'1 kilomètre à pied, avec des chaussures usées jusqu'à la corde, voire pieds nus, le temps de fabriquer des simili-godillots avec des assemblages de carton, de bois, des morceaux de cuir reliés par des fils de fer ou des agrafes d'aluminium. Les prisonniers qui rejoignaient leur chantier en train étaient entassés dans des wagons à bestiaux, où ils crevaient de chaleur l'été et de froid l'hiver, lorsque le train était bloqué pour laisser la priorité aux trains militaires. En théorie, le travail commençait à 7 heures, cela dépendait du train. Dans le bassin du Neckar, de gigantesques travaux avaient été entrepris pour installer des usines souterraines, destinées à la fabrication de moteurs d'avion. Les ateliers devaient être aménagés dans les galeries d'anciennes mines, que les prisonniers devaient déblayer de la terre, de la boue et des pierres qui les encombraient ou les obstruaient. Ils devaient manier la pelle, la pioche, le marteau-piqueur, installer des voies ferrées, charger et décharger des wagonnets, transporter des planches, des troncs d'arbres, des briques, des rails. Ou bien, ils étaient affectés à la construction de canalisations diverses pour l'adduction d'eau, la distribution d'électricité, la ventilation des souterrains. Cela comportait le transport à dos d'hommes de tubes d'acier, en fer, en grès ou en ciment, à travers des chantiers couverts de boue à la saison de pluie et de neige en hiver. L'entreprise était titanesque. Entre le dégagement de l'ouverture des mines pour rendre les galeries accessibles, le défrichage du terrain environnant, l'établissement de routes, la construction d'une gare, d'une centrale électrique, d'une centrale thermique, de funiculaires pour le transport des matériaux. Dans la partie déjà aménagée, circulaient déjà des wagons et d'énormes camions. Les machines-outils fonctionnaient grâce à des transformateurs électriques. Bureaux, cuisines, lavabos, réfectoires s'alignaient au long des galeries. Des milliers d'ouvriers et ouvrières, allemands, italiens, français, prisonniers de guerre ou travailleurs libres de toutes les nations, s'agitaient dans cette énorme fourmilière. À 9 heures, les prisonniers avaient droit à un casse-croûte, 150 grammes de pain avec un petit morceau de margarine. C'était à qui ferait durer le plus longtemps le plaisir. À chacun sa technique. Épais morceaux à mastiquer pendant des heures, ou tranches très fines avalées une à une lentement, en attendant la soupe de midi. 1,5 litre d'eau dans lesquelles nageaient quelques herbes et racines pompeusement appelées légumes déshydratés. Il y avait parfois des jours de bombance, où la soupe contenait des farines, des grains d'orge ou des nouilles. Les journées s'écoulaient ainsi, avec les coups et les brimades des capots, qui n'avaient à la bouche que Schnell et Schwein. De longues heures de labeur pénible et d'humiliation, seulement soutenues par la perspective d'avoir un jour une soupe exceptionnellement épaisse, car les prisonniers n'étaient plus que des tubes digestifs, obsédés par la nourriture. Le soir, à 19 heures en été et 18 heures en hiver, ils étaient rassemblés par commando le long de la voie ferrée, attendant le train qui les ramenait au camp, une attente d'1 heure, 1 heure et demie parfois, harassante pour des hommes exténués. Au fil du temps, ces retards s'étaient accumulés du fait de l'avance des Alliés. Les prisonniers y trouvaient un confort moral, le signe que le trafic ferroviaire était déglingué. À cela s'ajoutaient des nouvelles glanées auprès de prisonniers de guerre, comme l'approche des Russes, le débarquement des Américains dans le Midi, parfois même auprès d'une sentinelle pas convaincue que le régime nazi fasse le bonheur de l'Allemagne, ou encore dans un journal allemand. Les informations vraies et fausses alternaient, les faisant osciller entre l'espoir et le désappointement. Puis, au retour dans le camp, ils devaient encore supporter l'appel pour vérifier que personne ne s'était évadé. L'idée en avait effleuré beaucoup, mais comment faire avec le costume qu'ils avaient sur le dos, sans argent, sans carte ni boussole, sans connaissance de la langue allemande pour la plupart. En outre, celui qui s'évadait et était repris finissait pendu. 2 seulement avaient réussi. Le spectacle des exécutions avait lieu le soir au retour des chantiers. Les prisonniers étaient alors rassemblés dans la cour centrale sous une grande tente. Puis le condamné était amené près de la potence et hissé sur un tabouret. Il était généralement amaigri à l'extrême, décharné, presque déjà un cadavre, car un évadé repris était d'abord puni de 50 coups de schlag sur les fesses publiquement, et parfois pendu aussitôt. Mais souvent, il était mis au cachot avant d'être pendu, parfois des semaines plus tard, après un régime de famine encore plus sévère. Avant l'exécution, un officier SS lisait la sentence en allemand, puis la faisait traduire en plusieurs langues.
Un Lageraltester était chargé d'exécuter la sentence, un ancien officier supérieur allemand détenu, mais qui ne cessait de brimer les prisonniers français en exprimant sa haine des Franzosen. Par sa cruauté, il avait obtenu la bienveillance des SS. Lorsque la pendaison n'avait pas suffi à tuer le pauvre condamné, il était arrivé qu'il soit achevé à coups de marteau pour lui fracasser le crâne. Une fois aussi, la mise à mort d'un Russe avait mis plus longtemps que prévu, car 3 fois la corde avait cassé, et à chaque fois, le malheureux avait dû remonter sur l'escabeau, qui 3 fois avait été retiré de dessous ses pieds, pour subir son supplice en silence. La 4e avait été la bonne. Les prisonniers spectateurs étaient effondrés d'horreur. Les prisonniers étaient comptés aussi avant de quitter les chantiers, et lorsqu'il manquait un homme, selon l'endroit où il était censé avoir disparu, ce dernier était fouillé de fond en comble, que ce soit l'usine, la mine ou le camp. Puis, lors du rassemblement au camp, l'appel était plus long que d'habitude pour une punition collective, c'est-à-dire rester debout dans l'immobilité la plus absolue. Cela pouvait durer des heures avant que les prisonniers, harassés de fatigue, puissent regagner leur bloc tardivement après une fouille en règle, ce qui réduisait leur temps de sommeil et de récupération à 4 ou 5 heures. Quand ils n'utilisaient pas les fouilles, les gardiens utilisaient d'autres moyens diaboliques, comme envoyer les prisonniers au bain, en réalité un barrage, établi en travers d'un torrent glacé qui bordait le camp, formant une piscine de quelques mètres carrés. Le Lagerführer et le Lageraltester y faisaient plonger les prisonniers jusqu'à une heure avancée de la nuit, les poussant en bloc sur les bords hérissés de pierres aux angles aigus, sans se soucier des blessures occasionnées par les chutes sur les rochers. Ou bien les prisonniers devaient faire leur toilette, c'est-à-dire qu'on les faisait défiler nus sous les projecteurs, devant les coiffeurs qui les rasaient intégralement, ce qui amusait spécialement les gardiens. Vers le mois de novembre, le régime s'était un peu amélioré, avec un jour de repos toutes les 3 semaines, un réveil un peu plus tardif et un repas de midi sensiblement amélioré. Les personnes les plus optimistes pensaient que ce changement de régime était bon signe et signifiait que leurs bourreaux auraient bientôt des comptes à rendre. Les pessimistes pensaient que cette amélioration devait permettre aux esclaves de tenir le coup pour travailler. Les successeurs des cruels Lagerführer et Lageraltester qui avaient été déplacés, car impliqués dans des affaires de malversation et de marché noir, étaient cependant plus cléments. Certes, un rhume et un dérangement intestinal ne suffisaient toujours pas pour avoir droit à un Schonung, une exemption de service. En revanche, c'était le cas pour ceux que les médecins du camp appelaient AKS et que les prisonniers appelaient, Dieu sait pourquoi, musulmans. Il s'agissait de camarades épuisés, amaigris, vieillis par la fatigue, qui se manifestait souvent par un œdème des jambes, l'insomnie et le manque de nourriture, qui auparavant n'étaient admis à l'infirmerie ou au repos qu'en nombre limité. Désormais, ils pouvaient enfin cesser de travailler pendant quelques jours. Malheureusement, c'était parfois trop tard, mais au moins ils ne mouraient pas à la tâche comme des bêtes de somme, et certains avaient tout de même évité la mort grâce à ce répit. Au fil du temps, Neckar-Guérard était devenu une sorte de grande infirmerie où tous les malades et estropiés étaient dirigés et où les médecins français déportés avaient pris une autorité croissante. Les hommes encore capables de travailler ayant été envoyés à Neckar-Heiz, les malades alités mais exemptés de travail, chaque jour une trentaine, étaient employés à diverses corvées à l'intérieur du camp, notamment à l'épluchage des légumes, mais avec interdiction d'en sortir des cuisines. Ils étaient fouillés quand ils quittaient la baraque. Celui qui était pris avec des patates dans les poches était puni d'une formidable raclée. Mais tenaillés par la faim, beaucoup en emportaient quand même. Les prisonniers entendaient de temps en temps le grondement du canon au loin. Déjà, des avions étaient venus bombarder un grand pont sur la Neckar, à proximité des chantiers, et avaient fait quelques morts parmi les prisonniers. Puis il y avait eu le bombardement en règle qui avait rasé le village de Neckar-Guérard, sans qu'une bombe tombe sur le camp. L'inquiétude s'était accrue. Le camp allait-il être évacué, ou les SS allaient-ils recourir à un procédé plus expéditif? D'après les mieux informés, le camp étant classé comme sanitaire, en cas d'avance des Alliés, les SS seraient remplacés par la Feldgendarmerie, chargée de recevoir les troupes de libérateurs et de leur remettre les prisonniers. Un matin, les prisonniers, valides ou non, avaient été tous rassemblés. Le camp allait être évacué. Les prisonniers avaient dû transporter les paillasses jusqu'à la gare, sous la pluie, qui les alourdissait encore plus,
puis transporter à dos d'homme les plus grands malades. Les fiévreux atteints de typhus ou de typhoïde, ceux couverts d'abcès purulents, les tuberculeux, ces AKS qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, des squelettes que recouvrait encore la peau, mais qui n'avaient plus de chair. Avant de quitter le camp, ils avaient dû aussi vider les magasins d'habillement, qui regorgeaient d'effets de toutes sortes qu'on ne leur avait jamais distribués, même par les grands froids. Alors qu'ils crevaient les pieds gelés sur les chantiers, vêtus de hardes innommables, jamais lavés, envahis par les poux. Les prisonniers avaient ensuite été entassés dans les wagons d'un train qui était resté en gare toute la nuit avant de les emmener à Neckar Heights, s'y arrêter, puis repartir, stoppant de nouveau sous un tunnel toute une journée, puis poursuivant sa route jusqu'à une nouvelle gare, pas très éloignée de leur point de départ. Puis le train était reparti pour s'arrêter en pleine campagne. Les prisonniers avaient mis un certain temps à réaliser qu'ils y avaient été abandonnés. Il ne leur restait plus qu'à espérer l'arrivée des Anglais, des Américains ou des Français. Dans un wagon de queue, il y avait une réserve de nourriture dont une distribution s'était organisée. Des avions allaient et venaient au-dessus de leur tête. Les hommes valides avaient étalé sur le sol des linges blancs pour signaler une présence pacifique. Les Allemands n'avaient pas réapparu, mais les Alliés n'étaient pas venus non plus, et leurs provisions s'épuisaient. Finalement, une délégation s'était rendue au village voisin, avait expliqué la situation au bourgmestre, qui leur avait révélé que les Américains étaient sur le point d'arriver, et s'était engagé à leur faire parvenir de la soupe en les attendant. Il avait fallu 3 jours pour voir enfin les Américains. Les prisonniers avaient appris avec effroi qu'ils l'avaient échappé belle, car les SS envisageaient de mettre le feu à leurs wagons avant de fuir. Ils s'étaient alors demandé ce qu'étaient devenus ceux qui avaient quitté Neckar à pied avant eux. Les Américains avaient découvert un peu plus tard, dans un bois à une quinzaine de kilomètres, 200 femmes qui avaient transité quelques jours au camp et évacuées en même temps qu'eux. Elles étaient nues et avaient toutes été assassinées d'une balle dans la nuque. Il avait fallu pas mal de temps pour que s'organise le rapatriement, et certains prisonniers, impatients de rentrer, avaient choisi de le faire par leurs propres moyens, en réquisitionnant des voitures de tourisme allemandes en panne, que les mécaniciens parmi eux avaient remises en état dans le plus grand secret. Ils avaient composé un simili-convoi sanitaire, en peignant dessus une croix rouge et un emblème tricolore, composé et signé un faux ordre de mission pour pouvoir forcer les barrages. Par chance, un officier français, muni lui aussi d'un laissez-passer authentique, s'était joint au groupe de 27 pour traverser le secteur américain. Il les avait laissés à Speyer, en zone française, d'où ils avaient rejoint la France.